Guy Guy, pouvoir à Jean-Louis Gomez. Et Arnald Sandrine. Présente. Hugues Alain. Présent. Thomas Florence. Présente. Fandos Georges. Présent. Pécou Martine. Présente. Bouscarin Jean-Louis. Présent. Et Dubois Lambert Sandrine. Présente. Merci, monsieur le vice-président. Merci, monsieur le vice-président. Le quorum est largement atteint. Nous pouvons donc délibérer. Vous avez reçu le relevé des décisions que j'ai été amené à prendre ou qu'a pris le bureau. Donc, je vous demande d'en prendre connaissance et de me donner acte de ces délibérations. Monsieur Parmentier. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai deux questions ou remarques. La première concerne la délibération BU 77-2021 sur la subvention 2021 aux traditions taurines. Je regrette que cette décision soit passée en bureau communautaire et pas dans l'Assemblée. Je trouve que c'est un symbole fort que les élus du territoire votent ensemble la subvention ou les subventions pour les traditions taurines. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui en France et dans notre région aussi la progression d'une secte, la secte animaliste, qui met à mal notre rapport à l'animal. Il s'attaque aujourd'hui même à l'équitation, on l'a vu cet été avec les Jeux Olympiques. Et je pense que nous devons, nous élus, nous habitants du Pays de l'Or où les traditions taurines sont importantes, montrer fermement notre attachement à nos traditions et le maintien de ces dernières. Donc ma question c'est quel est le montant de ces subventions et la prochaine fois j'espère que cette subvention sera votée en assemblée par tous les élus. Alors notre assemblée a eu l'occasion à plusieurs reprises de s'exprimer et d'apporter son soutien aux traditions taurines. Nous l'avons fait pendant la crise sanitaire déjà, en apportant des aides, mais là il s'agit d'aides symboliques, de quelques centaines d'euros que nous accordons au club, comme nous le faisons depuis plusieurs années. Et étant donné qu'il fallait les voter pour cet été, on ne pouvait pas attendre la rentrée du mois de septembre pour leur attribuer les subventions. Vous savez que les clubs taurins fonctionnent essentiellement l'été et que donc nous les avons attribués avant cette session, mais il s'agit surtout de subventions d'un montant qui tourne entre 200 et 400 euros, je crois, pour chaque club taurin. Cet ordre-là. Ouais, c'est bon. Celui-là, il marche bien. Oui, alors c'est des petits montants, je crois que c'est 50 euros par cours, c'est 200 euros en plancher. C'est une délibération qui a été instaurée par le conseil, par l'agglomération il y a 3 ans maintenant, donc, qui a été renouvelée. Elle n'a pas été versée sur l'année 2020 puisque c'était une année Covid. Par contre, le conseil d'agglomération avait abondé le fonds Camargue porté par la région, et d'ailleurs le conseil l'a également abondé cette année, c'est-à-dire qu'on aura des subventions au fonds Camargue, enfin aux éleveurs de chevaux et de taureaux. Et concernant ces subventions-là, donc alors c'est vrai qu'on ne les passe pas en conseil d'agglo puisque l'organisation, en tout cas l'organisation en gros de ceux qui relèvent du bureau, de ceux qui relèvent du conseil d'agglomération pour les petites subventions. Il y en a plusieurs, il n'y a pas celle-là, elles sont décidées en bureau et après elles sont rapportées en conseil d'agglo au titre de la transparence. Voilà, bon après ce sont des choses qui peuvent s'ajuster. Voilà. Oui, j'avais une autre délibération, c'est la suivante, la BU 78-2021 sur la mise en place d'un groupe de travail d'une police intercommunale ou pluricommunale. J'aimerais avoir des précisions sur ce groupe de travail, quel est le périmètre envisagé, etc. J'ai adressé un courrier à tous les maires de l'agglomération, donc tous mes collègues maires, pour les informer de la constitution de ce groupe de travail. Donc c'est à l'échelle communale, chaque commune est amenée à désigner un représentant élu
plus un technicien pour participer à ce groupe de travail qui ensuite, bien entendu, fera part des conclusions. C'est très pénible. On a vraiment le micro. On n'arrive pas à... ça n'arrête pas de taper systématiquement. Donc c'est un groupe de travail qui se constitue avec des représentants de chaque commune du Pays de l'Or et d'un représentant qui souvent sont des policiers municipaux ou le garde champêtre pour travailler sur ce projet éventuel d'une police intercommunale comme le demandaient certaines petites communes. Donc bien entendu il y aura des communications sur l'avancée de ces travaux, mais ça relève des politiques municipales, communales. Donc, et ensuite, si une décision doit être prise, notre conseil sera saisi et informé, bien entendu. Alors, oui, merci. Moi, c'est également mon intervention pour demander des précisions. Donc, sur la décision BU 83, qui Château d'eau de Carnon, avenant numéro 8 aux conventions avec les opérateurs de téléphonie. Donc, oui. Alors, ce sont les antennes qui sont implantées depuis de nombreuses années maintenant sur le château d'eau de Carnon. Hein. Donc, il faut chaque année, dans l'attente de la destination de ce bâtiment, il nous faut renouveler avec les opérateurs qui ont positionné leur antenne et qui nous versent des redevances. Il nous faut renouveler la convention. Donc, c'est une 8e convention qu'on renouvelle avec les opérateurs. Je crois que c'est tous les ans. Hein. Celui-là ne marche plus. Si, c'est bon. Oui. Donc on a quatre antennes, enfin 4 opérateurs qui sont sur le château d'eau. Le château d'eau, il se dégrade, hein, donc à un moment il va falloir le requalifier ou en tout cas il trouver un autre usage. Et aussi au moment où cette convention a été mise en place, on a une problématique sur Clermont, c'était le réseau, enfin la capacité de la station à absorber toutes les sollicitations de tous les habitants, hein, de tous les touristes. Donc du coup, en attendant de clarifier cette situation, on a fait une convention trimestrielle qu'on renouvelle tous les ans, le temps que ce dossier soit solvé d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. Et l'autre décision, donc, c'est 86. La protection et mise en valeur du grand travers. Voilà, action conjointe. Alors là, il s'agit effectivement, vous savez que le grand travers a été l'objet à plusieurs reprises, enfin bon, on a déposé des plaintes, il y a eu plusieurs incendies qui ont eu lieu cet été, mais aussi pas l'été dernier, hein. Donc entre Carnon, côté Grande Motte, hein. Plusieurs hectares ont été détruits, hein. Je ne sais plus combien, M. Ribert. Combien il y a eu d'hectares de brûlés sur le... Il n'écoutait pas, M. Ribert. Hein. Cet été, on a eu peut-être 4 hectares de brûlés. 4 hectares de brûlés. Donc, c'est un lieu qui est, on le sait, qui est fréquenté la journée, mais surtout la nuit, par une certaine population. Donc, il s'agit pour nous d'assurer avec nos gardes, on a des gardes du littoral, qui sont agrémentés pour faire de la police, de la nature, mais ils n'interviennent pas 24 heures sur 24, donc de pouvoir, avec la police et les polices municipales de Carnon et de la Grande Motte et la gendarmerie, d'intervenir sur ce site, sur lesquels j'ai pris des arrêtés, mais qui ne sont malheureusement pas toujours respectés. Voilà, donc il s'agit de protéger ce site qui est menacé par des intrusions ou des fréquentations qui nuisent à son état. Je vous remercie. Voilà, s'il n'y a pas d'autres observations, je vous demande... Oui, M. Coine. Juste une sur la délibération du bureau du 81-2021 sur la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Donc, vous avez donné... le bureau va donner un avis sur le document stratégique de façade Méditerranée, mais à ma connaissance, je ne sais pas ce que c'est ce document stratégique et quel a été l'avis donné. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès On va demander M. Ribert, on peut donner quelques explications rapides. Oui, le document stratégique de façade, c'est un document établi par l'État. Vous pouvez le trouver sur Internet. Je vous invite à le lire, doit faire 400 pages.
C'est la synthèse d'un travail depuis pas mal d'années qui définit les grandes lignes de ce qui va se faire sur le littoral. Voilà, donc ça parle de sujets dont vous entendez parler, la recomposition spatiale notamment, la gestion intégrée de la côte. Donc quand on parle de gestion intégrée, c'est de croiser les problématiques entre elles pour ne pas les regarder de manière individuelle, par exemple. Voilà, mais c'est un document qui est particulièrement complet. Il parle également de la pêche, par exemple, donc de tout un tas de sujets, tous les sujets qui ont un trait à la mer. Sujet assez compliqué parce que finalement les réglementations sont au moins aussi nombreuses que sur Terre. Voilà, donc nous avons émis un avis favorable sur ce document, vous pouvez le consulter. Hein. Voilà, pas d'autres observations. Donc vous me donnez acte de ces délibérations. Très bien. Vous avez reçu également le procès verbal de la séance du 24 juin. Je n'ai pas reçu d'observation écrite. Y a-t-il des remarques orales sur ce procès verbal? Si on a... Oui. Ah. D'accord, bon, on modifiera. Marion, vous avez pris note? Monsieur Sauté, donc, a été marqué absent, il avait donné procuration. Voilà, c'est noté. Bien, avec cette observation, je demande d'approuver le procès verbal qui est contre. Oui, on fait oui ou non, hein, qui a approuvé le procès verbal. On fera un vote électronique. Alors, le vote est clos. Voilà, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je demandais à ce qu'on vous distribue, vous l'avez dans vos documents normalement, hein, l'organigramme, le nouvel organigramme de nos services, avec des modifications partielles. La nomination qui est intervenue comme directeur général adjoint de Karine Marty, qui a pris en charge le pôle aménagement du territoire, transport mobilité, et de Julien Labrier également, qui a en charge le pôle action sociale jeunesse. Voilà pour ces nominations les plus importantes, mais après vous avez toutes les coordonnées de nos collaborateurs, hein, des directeurs chefs de service, que vous pouvez retrouver donc dans cet organigramme. Voilà. Bien, l'ordre du jour de notre séance de ce soir comporte 7 points, donc vous voyez, il n'y a pas un ordre du jour très important. Nous passons donc au premier point sur l'attractivité économique. Il concerne le rapport de gestion 2020 de la SPL Loire Aménagement. Le rapporteur est notre collègue vice-président Philippe Piclément, et je demande à Yvon Morel effectivement de se déporter en tant que président de la SPL. Donc la parole est à Philippe Piclément. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers élus, bonsoir. En tant qu'actionnaire majoritaire de la société publique locale Loire Aménagement, le Conseil d'agglomération est appelé à se prononcer sur le rapport de gestion annuel de la société. Je vous propose d'apporter en complément du présent rapport quelques précisions sur l'activité administrative de la SPL ainsi que sur son bilan. Sur la gouvernance, l'agglomération détient 51% du capital, auquel participe l'ensemble des communes membres de l'agglomération et de la métropole de Montpellier. En 2020, à l'issue des élections municipales, de nouveaux représentants de l'agglomération ont été désignés. Sur la gestion du personnel, la SPL dispose d'une équipe de 13 salariés en CDI, dont 11 cadres. La masse salariale s'élève à 829 019 € brut, en légère progression par rapport à 2019. Pour accompagner l'impact de la crise, la SPL s'engage dans une maîtrise de ses effectifs pour l'année à venir. Sur le résultat d'exploitation, l'année 2020 est une année déficitaire, avec un résultat net affichant un déficit de moins 76 000 €. La crise sanitaire a engendré un ralentissement de l'activité globale. L'activité de la société s'est répartie entre des missions en concession d'aménagement, au nombre de 5, 14 missions en assistance à maîtrise d'ouvrage et 2 missions en mandat. Sur la gestion immobilière, Loire Aménagement a pu emménager dans des nouveaux locaux de Prévert, situés à Mauguio, dès septembre 2020.
Elle a occupé ses locaux à titre gracieux jusqu'à l'achèvement des travaux et la signature de l'acte de vente avec la commune de Maugueux le 28 janvier 2021. Sur l'activité opérationnelle, leur aménagement accompagne notamment l'agglomération à travers 3 missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la ZAC Les Portes de l'aéroport, la requalification de la zone d'activité de Fréjorgue Est et Ouest et l'accompagnement au transfert de l'écoparc de Saint-Onès, mais également sur les phases préalables à la mise en œuvre opérationnelle du projet de valorisation écotouristique de la presqu'île de L'Avranches. Le conseil d'agglomération est invité à approuver le rapport de gestion 2020 de la SPL Leur Aménagement. Merci. Merci, monsieur le vice-président. Des observations, monsieur Cohen. Oui, merci. J'ai quelques questions, des remarques d'abord. C'est vrai que je remarque quand même que dans le conseil d'administration, nous n'avons que 4 femmes parmi 14 hommes. C'est pas très exemplaire comme représentation de la parité que nous souhaitons tous dans ce type d'institution. Bon, c'est une remarque, hein. Je ne sais pas comment ça peut se régler. On laissera le président et son conseil de voir comment on peut améliorer les choses. Alors, deuxième remarque, je ne vois pas que Pérol soit nommé dans l'assemblée spéciale du conseil d'administration. Alors, c'est peut-être une erreur matérielle, puisqu'elle est mentionnée quelque part et elle ne l'est plus sur le tableau. Donc, je vous laisse vérifier. Après, je voudrais quand même rappeler que notre intervention, il y a exactement 1 an à peu près, sur le rapport de gestion de l'activité de la SPL en 2019, où on avait exprimé une inquiétude sur la santé financière de la société, égard à, je dirais, l'inadéquation de ses fonds propres par rapport aux engagements sur emprunt contractés par la société, dont elle assure normalement la garantie pour une part non négligeable, le reste étant assuré par les collectivités mandantes ou concédantes. Donc je maintiens cette inquiétude, sauf si, si on peut m'expliquer, je vois que dans l'actif de la société, les disponibilités de la société ont augmenté d'une somme assez coquette de 2 400 000 €. Alors, puisque l'an dernier, ces disponibilités émergeaient à 1 363 000, et là, nous découvrons, donc page 17 du rapport, que la disponibilité de la société s'élève à 3 771 000. Donc, je voulais savoir l'origine de ces disponibilités. Ensuite de quoi, peut-être poursuivre le débat, si possible. Merci, monsieur Cohen. Monsieur Bell. Alors, j'ai pas le détail sur les disponibilités, alors je sais pas quel compte de bilan, j'ai pas le document sous les yeux pour regarder le détail. C'est peut-être des disponibilités de trésorerie, hein, à un moment donné, puisque la SPL apporte des concessions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va faire des travaux pour le compte de telle commune, telle autre commune. Elle va encaisser des recettes de cession, là aussi, pour le compte de l'opération. Et en fin d'opération, ces opérations sont soldées et sont renvoyées aux communes avec un résultat qui est un devis d'opération qui est renvoyé dans les comptes de la commune, puisqu'en fait c'est une opération de lotissement. On construit, on aménage, on achète, on construit, on revend et ensuite on solde l'opération. Donc c'est pas des fonds propres en fait. Il y a une partie de fonds propres de la société, mais n'ayant pas les comptes sous les yeux, je vous répondrai pas ce soir, mais plus tard pour vous apporter la réponse. Si c'est la trésorerie des opérations, chaque opération a son compte, donc si on la met dans les disponibilités de la société, dans la colonne justement SPL,
ça prête à confusion, quoi. Donc, je le regarderai, je pourrais faire une réponse. C'est pas la trésorerie qui appartient à la société, c'est la trésorerie qui appartient mais la trésorerie appartient à la société tant que l'opération n'est pas soldée. Hein, mais elle ne peut pas en disposer, elle ne peut pas... non, puisque l'intérêt de la STL, c'est qu'en fait, elle a des comptes d'opération qui sont séparés. Hein, alors que la trésorerie commune, à un moment, les opérations sont séparées puisque chaque opération a son propre équilibre, ses propres logiques de rémunération et ses propres montants. Quant aux garanties, hein, les garanties d'emprunt, une partie essentielle des garanties d'emprunt pour les opérations des petites communes est assurée par l'agglomération. Et on délibère, vous les trouvez dans les annexes budgétaires sur les garanties d'emprunt qui sont apportées. Pour les grosses communes, pas seulement Mourgueux en l'occurrence, la commune a bien en garantie sur des opérations, je peux le dire franchement, qui comportent zéro risque, hein, puisque la rareté du foncier sur le territoire fait que au fur et à mesure que les opérations se réalisent, eh bien, je dirais, elles trouvent ces opérations de construction, elles trouvent relativement acquéreur. Non, mais moi je veux bien effectivement qu'on soit optimiste. Je vous ai simplement dit qu'on était inquiet par rapport à ça, par rapport à la couverture des risques. Donc je vois aussi que la société a fait appel à un bureau d'études pour établir un plan stratégique. Donc peut-être que ce plan, les conclusions de ce plan sont dans l'optimisme que vous indiquez. Comme on n'a pas accès aux conclusions de ce plan stratégique, ce plan d'évolution stratégique, quelqu'un, enfin, vous pouvez nous dire quelles sont ces conclusions. Est-ce qu'il y a matière à être optimiste, puisque ce plan doit évoquer, puisqu'il est traduit après par un business plan, où on annonce des futurs contrats dans les années à venir, des contrats de concession notamment, qui devraient être signés d'ici la fin de l'année. Alors, est-ce que l'examen de ce potentiel de contrat peut faire penser qu'en effet, on peut régler ces inquiétudes et en tout cas les amoindrir? Je suis désolé que vous ayez des inquiétudes, mais je peux vous dire que je ne suis pas optimiste, je suis réaliste. Je connais un peu les comptes et concernant cette société, en tout cas STL, sur le format STL, de toute façon, ce sont des opérations, alors la plupart des opérations pour le compte des communes, et ce sont des opérations qui sont toutes excédentaires. Après, il y a la question de la gestion intermédiaire et de l'année 2000, et du résultat qui, à un moment donné de la vie de la société, peut être négatif, et qui est lié au fait que pendant une partie de l'année, il y a eu un décalage des opérations et des rémunérations qui ont continué à être en partie assurées par la STL et qui fait qu'il y a ce décalage. Je voulais terminer sur le plan stratégique. C'était la STL a porté une réflexion au regard de la situation territoriale du Pays de l'Or, identifier les pistes sur lesquelles elle serait en capacité d'apporter de la valeur ajoutée aux opérations, enfin en tout cas au territoire et aux besoins des communes. Alors ça peut concerner l'habitat, ça peut concerner d'autres thématiques de l'économie. Le plan stratégique a été présenté en interne et une partie des conclusions à un moment sera rediscutée prochainement en conseil d'agglomération. Merci. Alors, dernière question. On évoque 2 concessions à signer d'ici la fin de l'année. Enfin, donc la Villeport, le projet Villeport de la Grande Motte. Et puis à Valère aussi. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévus, puisque, à titre d'exemple, on évoque ça dans le rapport, est-ce qu'il y a aujourd'hui perspective de signer d'autres concessions que celle-ci? À ma connaissance, qui est en train de s'achever. Vous n'avez pas de... Non, parce que le rapport évoque une concession à signer sur Valère, ou un contrat. C'est rien prévu. Le micro, Jean-Louis.
des prix extrêmement raisonnables à des gens, à des familles modestes, à la classe moyenne, hein, alors que quand elle est privée, ils demandent 2 fois plus. Alors, vous voyez, c'est là l'avantage, en effet. on m'a traité de marxiste. Bon, écoutez, Non, mais je fais pas jusque-là. c'est un Pas jusque-là, compliment. c'est juste Non, mais des remarques de bons dictionnaires. Hein. satisfait, C'est toujours intéressant. 122 logements sont partis en 12 mois. C'est un bon résultat. Donc pas a priori de concession. Je peux pas vous répondre, hein, le président est sorti, mais il y a toujours des discussions, il y en a certainement, parce que la société est toujours en forte activité, hein, on a des contacts aussi hors agglomération, hein, mais je ne suis pas en mesure de vous répondre en détail sur les discussions qui peuvent avoir lieu actuellement. Mais pour rebondir sur ce que disait Christophe Bell, en effet, vous le savez, l'année 2020 a été une année particulière pour tout le monde, hein, ce qui explique les résultats. Toutes les sociétés se sont trouvées dans des situations financières un peu plus compliquées qu'en temps normal. Voilà. Merci beaucoup, merci. Y a-t-il d'autres observations? Sans cela, je vais procéder au vote. Qui est contre? Les administrateurs ont le droit de voter? Oui. Les administrateurs, oui, c'est que le président qui doit se déporter. Donc, qui est contre l'approbation? Enfin, oui, on vote, je demande alors que. On est en électronique, oui, c'est la rentrée. Il manque encore des personnes qui ont. Si, c'est bon. Non, il reste un non-votant. Ah ben oui, c'est le président de la SPL. Bien, donc fin des votes. Voilà, le rapport est approuvé à 41 voix, un vote contre et 3 abstentions. On peut faire rentrer Yvon Morel. Rapport suivant, il s'agit de l'évolution des subventions de vélo assistance électrique, les VAE, et l'intégration de nouvelles actions. Rapporteur Jean-Louis Gomez, vous savez que c'est un programme qui roule fort. Monsieur le vice-président. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Évolution des subventions vélo assistance électrique et intégration de nouvelles actions. En 2019, pour compléter les infrastructures en cours de réalisation sur le territoire, l'agglomération a décidé d'apporter une aide financière aux habitants souhaitant s'équiper d'un vélo à assistance électrique. Une aide de 20% de montant d'un vélo neuf dans la limite de 200 € a été votée, au libre choix d'achat, pour vendeurs nationaux, locaux, etc. Pour faire face aux aides attribuées par la métropole de Montpellier, valoriser notre politique cyclable et favoriser les commerçants du Pays de l'Or, il est proposé d'évoluer vers de nouvelles pistes d'action. Mettre en place une clause d'achat exclusive en réservant des subventions pour des vélos à assistance électrique achetés auprès des revendeurs situés sur le territoire du Pays de l'Or, de subventionner toujours ces mêmes vélos, soit d'occasion achetés auprès des commerçants du Pays de l'Or, et subventionner les vélos cargo, vous comprendrez ce que c'est, neufs ou d'occasion, électriques ou non, toujours achetés auprès des commerçants du Pays de l'Or. Les critères d'éligibilité restent néanmoins les mêmes. La mise en service des nouvelles dispositions interviendra à partir du 1er octobre de cette année. Le Conseil d'agglomération est donc invité à approuver les nouvelles dispositions relatives à l'attribution des subventions de vélos à assistance électrique et d'autoriser, bien entendu, Monsieur le Président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Voilà, en effet, nous sommes amenés à proposer cette modification suite à la poursuite par la métropole de Montpellier de sa politique de subvention sur son territoire, qui était une pratique en défaveur de notre territoire et des vendeurs de vélos du Pays de l'Or. On avait échangé avec Jean-Louis Gomez et nos services avec le président de la Fosse qui nous avait indiqué que ces aides devaient s'arrêter au 1er juillet. Il ne devait pas les renouveler et donc ils les poursuivent jusqu'à la fin de l'année. Donc il y avait une distorsion et pour cause entre les aides de la métropole et celles du Pays de l'Or par rapport à la zone de chalandise.
Et donc, je vous propose cette modification du règlement pour permettre aux vendeurs de vélos de notre territoire de pouvoir être à égalité avec ceux de la métropole. Oui, Monsieur Parmentier. Merci Monsieur le Président. Alors, mon propos ne portera pas sur les modifications qu'on nous demande de voter. Moi, je suis parfaitement en accord sur le fait de préférer de réserver les aides pour les revendeurs sur le territoire du Pays de l'Or. Moi, je ferai une remarque plus globale sur le dispositif. Et je pense qu'on doit faire évoluer certains critères, notamment sur les critères d'attribution, par exemple en fonction des ressources. Aujourd'hui, il n'y a pas de condition de ressources à l'attribution de l'aide, et il est écrit dans le rapport que l'essentiel en fait des aides attribuées pour l'achat au vélo à assistance électrique, c'est sur le littoral. C'est la commune de la Grande Motte à 42%, c'est Palavas à 15%, Montlieu-Carnon. Et c'est vrai que quand on se balade dimanche matin, on voit beaucoup de retraités qui font leur balade dominicale dimanche matin en vélo, avec un vélo électrique flambant neuf. Et la question que moi je me suis posée, c'est est-ce que cette aide doit servir à financer le vélo de balade du dimanche matin des retraités? Moi je pense que ça doit plutôt servir en fait pour les trajets maison-travail, les vélos électriques. Donc je pense qu'on pourrait faire évoluer en fait ces critères. Et vraiment, c'est celui quand même le critère moi que je pense qui doit vraiment faire évoluer, être changé l'année prochaine, c'est celui de la ressource. Acheter un vélo électrique, c'est pour beaucoup de familles, beaucoup de foyers, un coût qu'ils ne peuvent pas se permettre. Or, pour bénéficier de l'aide, il faut avancer le prix à l'achat du vélo. Et là-dessus, à mon avis, il y a beaucoup de foyers se privent de cet achat, se privent de cette aide. Et on devrait faire évoluer donc, ce dispositif pour permettre, même aux plus modestes, de pouvoir bénéficier d'un vélo électrique. Je vous remercie. Oui, monsieur Parmentier, la métropole n'a pas non plus de critères de ressources. Donc, si nous adoptions ce critère-là, d'abord, c'est des formalités administratives supplémentaires. On défavoriserait une certaine partie des populations. Et la distorsion avec les vendeurs de vélos serait pire encore. Aujourd'hui, les vendeurs de vélos, on les a rencontrés à plusieurs reprises, de Palavas, Carnon ou la Grande Motte, c'est là où on a essentiellement ces vendeurs de vélos, subiraient une distorsion encore plus forte, puisqu'il y aurait moins d'acheteurs. On a beaucoup de retraités sur notre territoire. On ne peut pas considérer que parce qu'on est retraité, les retraités n'ont pas tous des grosses retraites et essaient de s'acheter des vélos parce qu'on a la chance d'avoir un territoire où justement, une de nos politiques, je vous rappelle notre politique que nous développons sur ce territoire, un territoire vertueux, où on a développé, je parle sous le contrôle de Jean-Louis Gomez, les cheminements doux, les mobilités douces, je vous rappelle les pistes cyclables que nous avons inaugurées récemment, à Mudaison, à Valergue, les jonctions que nous faisons avec le pays de Lunel et maintenant avec la métropole. Donc on ne peut pas limiter l'aide au vélo à simplement une partie de la population sur des critères de ressources. J'entends bien. C'est pas exactement ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que si on fait, je me suis mal exprimé. Si on fait une aide à l'achat de vélo électrique, c'est notamment pour remplacer le trajet voiture. Pas forcément. Non, pour éviter que, normalement, si on fait une aide, c'est pour que les personnes évitent de prendre leur voiture. Alors, il faut mettre un critère pour que ce soit destiné aux gens. Sinon, pourquoi inciter pourquoi donner une aide à l'achat du vélo électrique, si ce n'est que pour remplacer la voiture dans certains trajets et faire dans une logique psychologiste. Mais le vélo électrique, c'est à la fois. En tout cas, moi, c'est ma vision. C'est peut-être pas la vision de l'agglomération, mais moi, c'est ma vision de cette aide. Qu'on développe le vélo sur le territoire, les mobilités douces, c'est plus pratique pour un certain public d'avoir un vélo électrique que d'avoir
un vélo normal. Pour se déplacer, je le répète, on a la chance d'avoir un territoire aujourd'hui où nous avons des kilomètres de voies cyclables, de mobilité douce qui s'offrent à nos populations. Donc le vélo électrique ne peut pas être réservé uniquement aux gens en activité. On a beaucoup de retraités sur notre territoire. Si on le limite simplement aux gens en activité, on sait que J'ai pas dit le limiter aux personnes d'activité, c'est vous qui extrapolez. Je dis ce que vous avez dit. Non, vous extrapolez. Non, j'extrapole pas. Si, vous extrapolez. Il faut le destiner aux personnes qui ne vont pas prendre la voiture pour aller travailler. Oui, pas que. Mais pour moi, c'est vraiment l'objectif d'un dispositif comme celui-là, c'est pour moi de réduire les déplacements en voiture. Oui, bien entendu. Et alors on peut être retraité et se déplacer en voiture et préférer se déplacer en vélo électrique. Donc il n'y a pas que les gens d'activité qui se déplacent, qui pourraient se déplacer en vélo. Non, ils se déplacer en vélo d'abord. Là, on remplace pas. On remplace un vélo normal en vélo électrique, mais on remplace pas une voiture en vélo électrique. Ce que je veux dire, c'est que on devrait plutôt flécher comme il y a que 50 000 euros sont fléchés pour réduire les trajets en voiture. Monsieur Parmentier, c'est votre vision, mais la nôtre, c'est celle-là. Voilà, vous la prouvez pas, mais c'est notre vision. Madame Pelletier. Oui, alors moi j'ai 3 questions. Une qui va peut-être vous faire sourire, mais on s'est demandé en préparant le conseil si c'était légal cette cause d'achat exclusive. J'imagine que oui, mais... A priori. Mais on s'est basé sur ce qu'a fait la métropole. La métropole le fait depuis plus d'1 an. Donc on a adapté notre règlement à celui de la métropole de Montpellier. D'accord, la métropole impose d'acheter... D'accord, je ne savais pas. Tout à fait. C'est pour ça justement qu'il y avait une distorsion et que les vendeurs de vélos de notre territoire étaient vraiment discriminés par rapport à la métropole. D'accord. Après, est-ce que les habitants du territoire de l'agglo peuvent bénéficier d'autres subventions en plus de celles Ils peuvent bénéficier de celles de la région, en effet, puisque la région a un programme aussi de la même manière pour l'aide à l'achat de vélos. Sur là, il n'y a pas de critères. Qui se cumulent avec... Ça peut se cumuler, tout à fait. Je crois que la région, c'est 400. Madame Marty, c'est 400, je crois. 250 ? D'accord. Et mon... Et l'État, oui, l'État. Donc on peut cumuler, les subventions sont bien sûr cumulables. Merci. Et puis une autre question un peu plus technique. Un des critères, c'est que le vélo soit doté d'une batterie sans plomb. Donc je sais que les tuyaux en plomb sont dangereux, mais les batteries, vu les craintes qu'on a sur l'approvisionnement en lithium, les problèmes que posent justement de nouvelles... source d'énergie, je me suis demandé si c'était vraiment nécessaire d'avoir ce critère. Les techniciens, alors, vos techniciens ont une réponse. Je me doute. S'il vous plaît. Allez, reprenez Karine parce qu'on n'a pas entendu. Allez-y. N'utilise pas de batterie au plomb. Donc voilà, ça c'est bien inscrit dans la convention et on demande un justificatif auprès du loueur ou du commerçant qui nous prouve effectivement que les batteries ne sont pas au plomb. Voilà. Et donc la métropole est exactement sur le même principe, la région et le département de la même façon. D'accord. Bon, je me pose quand même une question. Oui, voilà, d'accord, merci. Bien, c'est pas notre observation, on passe au vote. Le vote est ouvert. Il manque encore 3 non-votants. Le vote est clos. Voilà, unanimité. Je vous en remercie. Rapport suivant, il s'agit de des conventions relatives aux recettes du FPS, le forfait post-stationnement, avec les communes de La Grande-Motte et de Palavas-les-Faux pour l'année 2022. Le rapporteur est le vice-président Christian Jean-Jean. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues.
depuis le 1er janvier 2018, la loi a dépénalisé les amendes de stationnement payant, désormais remplacées par le forfait de post-stationnement, dit FPS. Sur le territoire du Pays de l'Or, les communes de la Grande Motte et de Palavas-et-Flots ont institué cette redevance de post-stationnement. Conformément au Code général des collectivités territoriales, l'institution d'une redevance doit s'accompagner de la signature d'une convention avec l'intercommunalité de rattachement. Il est proposé de renouveler pour l'année 2022 la convention de principe actant un reversement neutre pour les communes. Et donc le conseil d'agglomération est invité à autoriser le président à signer la convention fixant la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement des communes de la Grande Motte et de Palavas-et-Flots à un montant de 0 € pour l'exercice 2022 et d'autoriser le président ou vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans la présente délibération. Merci, monsieur le vice-président. Monsieur Coine. Oui, merci. Moi, je m'interroge quand même sur ce forfait. Il est prévu qu'effectivement, une part de ce forfait soit restituée à l'agglo en proportion des compétences qui sont exercées par l'agglo, notamment en matière d'entretien des voiries communautaires. Je suppose que les voiries des zones d'activité sont communautaires, sur lesquelles d'ailleurs il y a des investissements importants qui vont être faits, et aussi pour organiser la mobilité. Alors, je ne sais pas si je ne connais pas bien le budget propre à ces attributions de l'agglo, mais est-ce que quand même, parce que ça se fait par ailleurs, il ne pourrait pas y avoir un peu plus que 0 € de restituer à l'agglomération, ne fût-ce que pour au moins permettre à l'agglomération d'augmenter ses moyens pour l'exercice de ses attributions, mobilité, entretien des voiries communautaires, ça se fait partout. Et là, ça m'a un peu surpris. Et je vois que c'est récurrent, puisque l'organisme c'est pareil. Donc voilà, je m'interroge. Merci de votre question, mais il n'est pas question de mobilité, il est question de stationnement. Oui, mais l'agglomération, elle doit organiser le transport en commun. C'est le stationnement, c'est pas le stationnement. En dehors de. Il y a un versement de transport pour le transport. Le versement de transport est pour les mobilités. Là, il s'agit de stationnement. Le stationnement se fait sur nos communes et sur nos parkings qui sont entretenus exclusivement d'ailleurs par nos communes. Ce sont aussi des investissements pour les communes, je parle sous le contrôle de Christian Jean-Jean, puisque ce sont des aérodateurs qui sont installés, entretenus, et du personnel municipal qui est chargé de la surveillance et de vérifier que le forfait stationnement a bien été payé, donc c'est des salariés que nous avons à notre charge. Ça rapporte effectivement des recettes, mais il y a aussi un certain nombre de charges, et c'est aussi pour répondre à la fois à des problématiques de stationnement très fortes sur des stations littorales et à des problématiques financières aussi pour l'entretien de ces places de stationnement dans nos communes. Mais bon, en même temps, la mobilité, c'est un enjeu majeur pour l'agglomération, qui justement permettrait, avec plus de moyens, de limiter le besoin en stationnement. Et en plus, donc, les attributions de l'agglo, c'est mutualisé. Je veux dire, il n'y a pas que la Grande Motte, il n'y a pas que... Ça ne peut pas correspondre à ça, cher collègue. C'est simplement réservé au stationnement. Je répète la loi, l'entretien des voiries communautaires et l'organisation de la mobilité. Donc ça, il n'y a pas que la Grande Motte ni à Palavas-et-Flots que ces besoins s'exercent, que l'agglo exerce, puisque les zones d'activité sont plutôt à Mondiaux, Liaison, voilà, c'est tout. Bien. Ça se fait par ailleurs, il y a des communes qui le font, je vais regarder ça sur le Cotentin, pardon. Je vous enverrai la convention. Oui, c'est intéressant. Et on avait 30%. Bien. Merci de votre observation. Merci. Nous passons au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Voilà. Adopté par 43 voix et 3 abstentions. Nous passons au rapport suivant concernant les déchets de la valorisation, avec un premier rapport sur le rapport annuel du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers assimilés pour l'année 2020. Le rapporteur est notre vice-président Michel Carlier. Merci, Monsieur le Président.
Comme chaque année, ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérative dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le rapport précise les objectifs et différents indicateurs techniques et financiers nécessaires à l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service. Les indications présentes dans ce rapport sont d'ordre technique et financier. En voici quelques chiffres. 45 975 tonnes de déchets ménagers assimilés collectés. La production d'ordures ménagères est en diminution de 4,9% par rapport à 2019. Moins 10% de déchets ménagers et assimilés hors gravat entre 2010 et 2020. La loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de réduction de 10%. 100% des déchets sont traités en valorisation énergétique, matière, recyclage ou organique, compostage. La mise en décharge reste une filière non utilisée pour les déchets ménagers de l'agglomération. 15 740 cartes en centre de valorisation pour 136 002 entrées. 12 330 044 euros dépensés en 2020 pour l'exercice de la compétence, dont 2 240 312 en investissement. Un budget à l'équilibre. Le conseil d'agglomération est invité à prendre acte du rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, qui sera transmis à chacune des communes membres pour être présenté au conseil municipal et mis à la disposition du public. Je voudrais rajouter quelques points rapidement. Maintien du service public de collecte en situation de crise sanitaire. À ce sujet, je tiens à remercier l'ensemble des agents de collecte ainsi que les services administratifs qui ont maintenu ce service pendant toute cette période qui était particulièrement difficile. Nous avons également la mise en œuvre de véhicules propres, le renouvellement et densification du parc de colonnes d'apport volontaire, le développement du compostage de proximité. Cette démarche est cohérente avec l'obligation de tri à la source des biodéchets qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Et ça, il faut bien se le mettre en tête parce que ça va être un changement relativement important. Ensuite, l'évolution des tonnages de DMA collectés, déchets ménagers assimilés, d'ordures ménagères résiduelles, moins 8,1%, sous total ordures ménagères, vous l'avez vu, moins 4,9%. Les consignes de tri simplifiées. Alors là, attention aux erreurs de tri. En effet, lorsque nous avons des erreurs de tri, cela coûte cher à la collectivité, puisque 622 tonnes de refus collectés ont généré un surcoût de 57 170 euros par rapport à un dépôt avec des ordures ménagères, soit 92 euros la tonne. Très important. Donc il vaut mieux appeler, se renseigner, avant de mettre votre déchet dans la mauvaise poubelle. Ensuite, alors le traitement des déchets, organisation et bilan. Donc ce que vous pouvez remarquer, vous l'avez sur la carte qui est jointe au rapport, tous ces déchets sont traités dans le secteur. Il n'y a pas de grand transport pour aller au lieu de traitement. Donc c'est quand on est dans l'Hérault et un peu, je pense, dans le Gard, il doit y avoir sur Beaucaire et au bord. L'exploitation du service, donc modalité d'exploitation, nous avons une équipe de 88 agents titulaires, un parc de véhicules composé de 19 bennes à ordures ménagères, 10 mini-bennes, 5 camions de collecte, des colonnes d'apport volontaire, 4 camions polybennes, une laveuse de bac, 3 camions plateaux, un bus pédagogique et 6 véhicules légers. Les indicateurs financiers, je vous les ai donnés tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a 10 89 731 euros en fonctionnement. Les principaux postes, 3 845 408 pour les frais de personnel, 1 588 347 pour l'allocation et l'entretien des véhicules de collecte et 2 452 166 euros au titre du traitement des déchets. Et en investissement, 2 240 312
avec donc 1 499 372 pour l'achat d'équipements de précollecte, bac, colonne, benne, et 428 161 pour l'achat de véhicules. Voilà ce que je voulais vous dire en plus. Les projets 2021, mais 2021 évidemment est bien entamé. Donc il y avait sur les centres de valorisation, la relation aux usagers professionnels, la collecte en apport volontaire, la prévention des déchets, la collecte de porte-à-porte. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions. Merci, monsieur le vice-président. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur Fandos. Oui, c'est plus une réflexion, une suggestion. On sait que par rapport à l'évolution du climat, les travaux du GIEC montrent qu'on est sur une très mauvaise trajectoire. Donc chacun est invité par le GIEC à réfléchir aux différentes politiques sectorielles qui peuvent diminuer les émissions de gaz à CO2. Et dans le cas de l'agglo du Pays de l'Or, je pense qu'il y a toute une réflexion menée sur là où nous pouvons jouer, parce que finalement ce qui est important, c'est quels sont les leviers d'action, quoi. Et je crois qu'un des leviers d'action qui est déjà engagé, c'est le recyclage, la séparation des papiers journaux qui représente un tonnage très important par rapport à l'ensemble des ordures ménagères. Et je crois que c'est vrai que d'aller incinérer, ça coûte plus cher que de les recycler. Et je pense que ce serait intéressant de faire une étude par rapport à l'installation des bornes bleues. Alors je sais que c'est en cours, qu'il y a une quarantaine de bornes qui sont prévues. Si on ne peut pas amplifier cette action et de voir quelles sont les conséquences financières, comment l'économie du système peut fonctionner, parce que je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes à travailler. Je ne pense pas qu'il y ait un surcoût de collecte en effet importante, puisque si on met plus de jeux de papier journaux dans les bornes bleues, il y en aura moins dans les bornes jaunes. Donc en termes de collecte globale, je ne pense pas que ça joue beaucoup. Et comme le coût du recyclage du papier est inférieur au coût de l'incinération, puisque vous savez très bien que quand on mélange comme aujourd'hui les papiers avec les emballages, ça part à l'incinérateur parce que c'est pas pollué en partie, quoi. Donc voilà, donc c'est une suggestion de développement de cette action de borne bleue, parce que je pense que c'est une des pistes et des marges d'action possibles pour l'agglomération qui, sur le plan financier, vont tenir la route et qui montreront un caractère exemplaire à notre démarche par rapport à la lutte contre le réchauffement. Je vous remercie. Alors, monsieur Fandos, juste avant le conseil, vous m'avez posé la question. Je vous ai répondu en vous disant qu'il y avait 15 colonnes qui étaient arrivées. Nous avons du retard dans la réception de la différence, c'est-à-dire des 25 colonnes restantes. Nous allons déjà faire une première ventilation de ces 15 colonnes. Ensuite, nous installerons la différence, les différentes colonnes que nous recevrons, c'est-à-dire les 25, pour compléter notre offre. Mais si ce n'est pas suffisant, bien sûr, nous réfléchirons et pour mettre davantage de colonnes afin de satisfaire tous nos concitoyens. Voilà. Monsieur Coine. Juste une remarque, c'est vrai que j'ai constaté aussi qu'il y avait un coût énorme sur le rejet, le rebut dans les poubelles jaunes. Ça fait 25%, je crois, si j'ai bien noté. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être faire un peu davantage de publicité sur les containers pour dire attention? J'ai vu dans le dépliant, là, il y a peu d'objets qui sont refusés, mais c'est vrai que si ça fait 25% des poubelles, ça vaudrait peut-être le coup de mettre attention. C'est pour ça que nous avs nos ambassadeurs du tri, vous savez, qui font un travail important. Sur les containers, en disant, voilà, il y a 4 ou 5 il ne faut pas mettre, et le rappeler aux gens. Les ambassadeurs sont présents sur les grands événements, les grandes manifestations, pour sensibiliser le public. Alors, dans les événements demain, la Grande Motte accueille une grande compétition de kitesurf, l'Angie Kite Tour, qui passe comme chaque année à la Grande Motte, une grande compétition qui regroupe des grands sportifs. Le bus de nos ambassadeurs sera présent justement pour sensibiliser le public qui vient assister à cet événement à cette nécessité. Mais vous avez raison, et dans les syndics de copropriété, l'information est systématiquement donnée, mais malheureusement l'incivisme toujours présent de nos concitoyens fait qu'il y a cette situation qui est difficile, toujours, même si elle a reculé, est toujours encore présente, malheureusement. Mais on fait un travail constant, déjà auprès des écoles aussi, auprès des publics qui peuvent être les plus sensibilisés à ces actions.
Bien, donc il n'y a pas de vote, je vous demande de prendre acte de ce rapport. Nous passons au rapport suivant, c'est toujours sur les déchets ménagers. C'est le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés pour l'année 2020. Le rapporteur, c'est Madame Anne Bonafous. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, vous avez pu prendre connaissance donc du bilan 2020. En 2016, le Pays de l'Or a élaboré un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Ce programme fait l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de déchets collectés et traités, notamment au moyen d'indicateurs. Nous pouvons noter une nette dynamique à la baisse entre 2010 et 2020 des tonnages des déchets ménagers collectés et traités sur le territoire avec moins 12,1%. Le bilan du PLP doit être présenté à la commission consultative d'élaboration et de suivi du PLP, commission pour avis. Le conseil d'agglomération est invité à prendre acte du bilan du PLP et de l'avis de la commission consultative. Merci Madame Bonafous. Des remarques, il n'y a pas, donc je vais prendre acte là aussi, je vous en remercie. Rapport suivant, toujours sur les déchets, il s'agit de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les locaux à usage industriel et locaux commerciaux pour l'année 2022. Rapporteur, Monsieur le Vice-président Anthony Melin. Bien, merci Monsieur le Président. Donc l'agglomération du Pays de l'Or a souhaité permettre l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des entreprises disposant d'une prise en charge propre de leurs déchets. Les occupants des locaux bénéficient en effet tous de contrats globaux de prise en charge des déchets produits et ont respecté les critères administratifs constituant le dossier de demande d'exonération. Les entités disposant des conditions d'exonération sont les suivantes. SA Sogefimur gestionnaire sur Saint-Onès, SAS ETS Horticole Georges Truffaut sur Moguio, SARL Saint-Onès Développement sur Saint-Onès, SARL Sodine sur Saint-Onès, SAS Trialissimo sur Saint-Onès, la SCI M3R sur Saint-Onès décidément. Cette exonération annuelle est appliquée pour la seule année d'imposition 2022. Le conseil d'agglomération est invité à approuver les exonérations de taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les locaux à usage industriel et les locaux commerciaux pour l'année 2022, d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toutes les pièces à intervenir dans cette affaire. Voilà, en effet, ces entreprises ont déjà un service de ramassage de leurs ordures. Et ils avaient la double peine, hein. Ils avaient payé auprès de leurs prestataires cet enlèvement et en plus on leur imposait notre taxe. Donc on a instauré cette exonération pour ces entreprises de notre territoire. Voilà, donc je propose d'approuver ces exonérations Oui, le vote est ouvert. Le vote est clos, c'est un vote unanime, je vous en remercie. Nous passons au dernier rapport, il s'agit de la modification du tableau des effectifs dans le cadre des ressources humaines, comme nous le faisons régulièrement. Le rapporteur est la vice-présidente, Madame Sophie Crampagne. Merci Monsieur le Président. Le Conseil d'agglomération a eu l'occasion de vous présenter le tableau des effectifs de cette dernière. Il représente, vous le savez, la photographie, la liste des emplois et des grades occupés par les agents titulaires ou contractuels sur emploi permanent au moment de sa présentation. Ce document apporte de la cohérence globale et de la visibilité dans le suivi des emplois et plus globalement dans les organisations. Le présent tableau des effectifs ajuste en partie l'organigramme général des services de la collectivité qui évolue notamment suite à différentes mobilités. Ainsi, plusieurs ajustements fonctionnels sont intégrés. L'organisation générale autour de 6 pôles avec l'évolution de 2 directions en direction générale adjointe, le pôle action sociale et jeunesse et le pôle aménagement durable du territoire et transport. Le rattachement effectif du service des sports au pôle moyen technique sous l'appellation de pôle moyen technique des politiques et infrastructures sportives, la création de 2 postes de directeurs généraux adjoints, l'un en charge du pôle des actions sociales l'un en charge du pôle action sociale jeunesse et l'autre du pôle aménagement durable du territoire et transport, tel que cela a été évoqué en début de séance. Ces différentes évolutions au sein des services nécessitent la création, la transformation et la suppression de certains emplois. Ainsi, au 1er octobre, il est proposé la création de 7 postes, dont 2 contrats de projet, et la suppression simultanée de 5 postes. Le comité technique a émis un avis favorable et le conseil d'agglomération est invité à modifier le tableau des effectifs conformément aux dispositions citées ci-dessus.
Voilà. Oui, Madame Pelletier. Merci. Au niveau des contrats de projet, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel projet est concerné? Il y a notamment le projet alimentaire territorial. Et pour le second, j'ai un petit doute. Un contrat de projet de catégorie B, donc c'est pour accompagner les équipes qui sont sur le point emploi de la grande montée. Donc on a recruté un agent sur un projet, puisqu'un agent qui est absent, un agent qui va partir à la retraite, on ne sait pas encore comment on va faire évoluer cette organisation-là, donc on ne veut pas figer le tableau des effectifs, et la loi nous permet d'avoir des contrats de projet, donc c'est un contrat de 3 ans. Merci. Voilà, je propose donc d'adopter ce tableau des effectifs. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Voilà, est adopté à l'unanimité. Moi, une abstention. Je vous remercie. L'ordre du jour est donc terminé. Y a-t-il une observation? Sinon, je vous invite pour le prochain conseil d'agglomération, d'ores et déjà, qui est fixé au jeudi 28 octobre, ici même à 18h. Voilà, mes chers collègues, merci de votre participation à ce conseil d'agglomération. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et puis, je vous invite à se retrouver dans le